génie l'aptitude qu'un homme a reçue de la nature pour faire bien et facilement certaines choses que les autres ne sauraient faire que très mal, même en prenant beaucoup de peine. Nous apprenons à faire les choses pour lesquelles nous avons du génie avec autant de facilité que nous en avons à parler notre langue naturelle. Un homme né avec le génie du commandement à la guerre est capable de devenir un grand capitaine à l'aide de l'expérience. C'est un homme dont la conformation organique est telle que sa valeur n'ôte rien à sa présence d'esprit et que sa présence d'esprit n'ôte rien à sa valeur. C'est un homme doué d'un jugement fin, d'une imagination prompte et qui conserve le libre usage de ses deux facultés dans ce bouillonnement de sang qui vient à la suite du froid que la première vue des grands dangers jette dans le cœur humain, comme la chaleur vient à la suite du froid dans les accès de fièvre. Dans cette ardeur qui fait oublier le péril, il voit, il délibère et il prend son parti comme s'il était tranquille sous sa tente. Aussi découvre-t-il d'un coup d'œil le mauvais mouvement que fait son ennemi et que des officiers plus vieux que lui regarderont longtemps avant que d'en apercevoir le motif ou le défaut. On n'acquiert point la disposition d'esprit dont je parle, on ne l'a jamais si on ne l'a point apportée en naissant. La crainte de la mort intimide ceux qui ne s'animent point à la vue de l'ennemi. Et ceux qui s'animent trop perdent cette présence d'esprit si nécessaire pour voir distinctement ce qui se passe et pour découvrir ce qu'il conviendrait de faire. Quelque esprit qu'est un homme quand il est de sang-froid, il ne saurait être un bon général si l'aspect de l'ennemi le rend ou fougueux ou timide. Voilà pourquoi tant de gens qui raisonnent si bien sur la guerre dans leur cabinet le font si mal en campagne. Voilà pourquoi tant de gens vont à la guerre toute leur vie sans se rendre capables d'y commander. Je sais bien que l'honneur et l'émulation font faire souvent à des hommes nés timides les démarches et les démonstrations que font ceux qui sont nés braves. Les plus impétueux obéissent de même aux officiers qui leur défendent de s'avancer où l'ardeur les porte, mais les hommes n'ont pas le même empire sur leur imagination que sur leurs jambes. Ainsi, la discipline militaire, quoiqu'elle puisse contenir le fougueux dans son rang et retenir le timide dans son poste, ne saurait empêcher que l'intérieur de l'un et l'autre ne soit bouleversé, pour me servir d'une expression de Montaigne, et que l'âme de l'un n'avance quand l'âme de l'autre recule. L'un et l'autre ne sont plus capables d'avoir dans le danger cette liberté d'esprit et d'imagination que les Romains même louaient dans Hannibal, le plus d'esprit de décision au cœur même du danger. C'est ce que nous appelons être général dans l'action. Il en est de toutes les professions comme celle de la guerre, la gestion des grandes affaires, l'art d'appliquer les hommes aux emplois pour lesquels ils sont nés, la médecine, le jeu même, tout a son génie. La nature a voulu répartir ses talents entre les hommes afin de les rendre nécessaires les uns aux autres, parce que les besoins des hommes sont le premier lien de la société. La nature a donc choisi les uns pour leur distribuer l'aptitude à bien faire certaines choses impossibles à d'autres, et ces derniers ont pour des choses différentes une facilité qu'elle a refusée aux premiers. Les uns ont un génie sublime et étendu en une certaine sphère, d'autres ont dans la même sphère le talent de l'application et le don de l'attention si propre à conduire les détails. Si les premiers sont nécessaires aux seconds pour les guider, les seconds sont nécessaires aux premiers pour opérer. La nature a fait un partage inégal de ses biens entre ses enfants, mais elle n'a voulu déshériter personne, et l'homme entièrement dépourvu de toute espèce de talent est aussi rare qu'un génie universel. Des hommes sans aucun esprit sont aussi rares que les monstres, dit celui de tous les hommes, qui s'est fait la plus grande réputation dans la profession d'instruire les enfants. Les esprits obtus et bornés à l'instruction ne sont pas plus dans l'ordre de la nature humaine que les êtres anormaux marqués par les monstruosités. Il semble même que la Providence n'ait voulu rendre certains talents et certaines inclinations plus communes parmi un certain peuple que parmi d'autres peuples qu'afin de mettre entre les nations la dépendance réciproque qu'elle a pris tant de soin d'établir entre les particuliers. Les besoins qui engagent les particuliers d'entrer en société les uns avec les autres engagent aussi les nations à lier entre elles une société. La Providence a donc voulu que les nations fussent obligées de faire les unes avec les autres un échange de talents et d'industrie, comme elles font échange des fruits différents de leur pays, afin qu'elles se recherchassent réciproquement par le même motif qui fait que les particuliers se joignent ensemble pour composer un même peuple, le désir d'être bien ou l'envie d'être mieux. De la différence des génies est née la diversité des inclinations des hommes
que la nature a pris la précaution de porter aux emplois pour lesquels elle est destinée, avec plus ou moins d'impétuosité suivant qu'ils doivent avoir plus ou moins d'obstacles à surmonter pour se rendre capables de remplir cette vocation. Les inclinations des hommes ne sont si différentes que parce qu'ils suivent tous le même mobile, je veux dire l'impulsion de leur génie. Castor se plaît aux chevaux, et celui qui est né du même œuf au pugilat, autant de têtes de vivants, autant de goûts par milliers. D'où vient cette différence? Demandez-le, dit le même philosophe, au génie d'un chacun qui peut seul vous en rendre compte. Chaque particulier a le sien qui ne ressemble pas à celui des autres. Il en est même qui sont aussi différents que le blanc et le noir. Le génie le sait, ce compagnon qui règle l'action de notre astre natal, ce dieu de l'humaine nature mortelle avec chaque individu, au visage changeant tour à tour blanc et noir. C'est ce qui fait qu'un poète plaît sans observer les règles, quand un autre déplaît en les observant. Chez certains, les qualités n'obtiennent pas la faveur du public, chez d'autres, ce sont les défauts mêmes qui plaisent. Le caractère que les hommes apportent en naissant fait que les uns plaisent par leurs défauts mêmes, quand les autres déplaisent par leurs bonnes qualités. Mon sujet ne veut pas que je parle plus au long de la différence qui se rencontre entre le génie des hommes et même entre le génie des nations. Ceux qui voudraient s'en instruire et perfectionner par des lumières acquises et l'instinct naturel qui nous fait faire le discernement des hommes, peuvent lire l'examen des esprits par Huarte et le portrait du caractère des hommes, des siècles et des nations par Barclay. On peut profiter beaucoup dans la lecture de ces ouvrages, quoiqu'ils ne méritent pas toute la confiance du lecteur. Je ne dois parler ici que du génie qui fait le peintre et le poète. Du génie qui fait les peintres et les poètes. Je conçois que le génie de leurs arts consiste dans un arrangement heureux des organes du cerveau dans la bonne conformation de chacun de ces organes, comme dans la qualité du sang, laquelle le dispose à fermenter durant le travail de manière qu'il fournisse en abondance des esprits aux ressorts qui servent aux fonctions de l'imagination. En effet, l'extrême lassitude et l'épuisement qui suivent une longue contention d'esprit rendent sensible que les travaux d'imagination sont une grande dissipation des forces du corps. J'ai supposé que le sang de celui qui compose s'échauffa, car les peintres et les poètes ne peuvent inventer de sang-froid. On sait bien qu'ils entrent en une espèce d'enthousiasme lorsqu'ils produisent leurs idées. Aristote parle même d'un poète qui ne composait jamais mieux que lorsque sa fureur poétique allait jusqu'à la frénésie. Le Tasse n'enfantait ces peintures admirables qu'il nous a faites d'Armide et de Chlorinde qu'au prix de la disposition qu'il avait à une démence véritable dans laquelle il tomba avant la fin de sa vie. Apollon à son ivresse, ainsi que Bacchus. Croyez-vous, dit Cicéron, que Pacuvius composa de sang-froid? Cela ne peut être. Il faut être inspiré d'une espèce de fureur pour faire de beaux vers. Pensez-vous que Pacuvius, en l'écrivant, ait été calme et de sang-froid? Voilà bien une chose impossible. J'ai souvent ouï dire, cette opinion passe pour avoir été transmise par Démocrite et Platon dans leurs écrits, qu'il n'y a point de véritable poète sans accompagnement d'enthousiasme et sans une inspiration qui tient du délire. Mais la fermentation du sang la plus heureuse ne produira que des chimères bizarres dans un cerveau composé d'organes, ou vicieux ou mal disposés, et par conséquent incapable de représenter au poète la nature telle qu'elle paraît aux hommes. Les copies qu'il fait de la nature ne ressemblent point, parce que son miroir n'est pas fidèle, pour ainsi dire. Tantôt rampant et tantôt dans les nues, il n'est dans le vrai que durant quelques instants, parce qu'il n'y a que par hasard. Tels ont été parmi nous l'auteur du poème de la Madeleine et celui du poème de Saint-Louis. Deux esprits pleins de verve, mais qui n'ont jamais peint la nature, parce qu'ils l'ont copié d'après les 20 fantômes que leur imagination brûlée en avait formés. Tous deux se sont également éloignés du vrai, quoiqu'ils s'en soient écartés par des routes différentes. D'un autre côté, si ce feu qui provient d'un sang chaud et rempli d'esprit manque à un cerveau bien disposé, ses productions seront régulières, mais elles seront froides. L'enthousiasme sacré qui nourrit le cœur du poète. Si le feu poétique l'anime quelquefois, il s'éteint bientôt et il ne jette que des lueurs. Voilà pourquoi on dit que l'homme d'esprit peut bien faire un couplet, mais qu'il faut être poète pour en faire trois. La laine manque à ceux qui ne sont pas nés poètes dès qu'il faut s'élever sur le Parnasse. Ils entrevoient ce qu'il faudrait faire, dire à leur personnage, mais ils ne peuvent le penser distinctement, et encore moins l'exprimer. Ils demeurent froids,
en s'efforçant d'être touchant, il manque de nerfs et de courage. Lorsque la qualité du sang est jointe avec l'heureuse disposition des organes, ce concours favorable forme à ce que je m'imagine le génie poétique ou pittoresque. Car je me défie des explications physiques, attendu l'imperfection de cette science, dans laquelle il faut presque toujours deviner, mais les faits que j'explique sont certains, et ces faits, quoique nous n'en concevions pas bien la raison, suffisent pour appuyer mon système. J'imagine donc que cet assemblage heureux est, physiquement parlant, cette divinité que les poètes disent être dans leur sein pour les animer. Un Dieu nous habite, dont les mouvements nous échauffent, cet élan créateur porte les semences de l'esprit sacré. Voilà en quoi consiste cette fureur divine, dont les anciens ont tant parlé, et sur laquelle un moderne composa un savant traité il y a 55 ans. C'est ce qui fait dire à Montaigne « Les saillies poétiques qui emportent leur auteur et le ravissent hors de soi, pourquoi ne les attribuerions-nous à son bonheur ? Puisqu'il confesse lui-même qu'elles surpassent ses forces, il les reconnaît venir d'ailleurs que de soi, et ne les avoir aucunement en sa puissance. Il en est de même de la peinture, où il échappe parfois des traits de la main du peintre surpassant sa conception et sa science, qui le tire lui-même en admiration et qui l'étonne. Ce bonheur est celui d'être né avec du génie. Le génie est ce feu qui élève les peintres au-dessus d'eux-mêmes, qui leur fait mettre de l'âme dans leur figure et du mouvement dans leur composition. C'est l'enthousiasme qui possède les poètes quand ils voient les grâces danser sur une prairie où le commun des hommes n'aperçoit que des troupeaux. Voilà pourquoi leur veine n'est pas toujours à leur disposition. Voilà pourquoi leur esprit semble les abandonner quelquefois et quelquefois les tirer par l'oreille, suivant la phrase d'Horace, pour les obliger d'écrire ou de peindre. Comme nous l'exposerons plus au long dans le cours de ces réflexions, le génie doit se sentir de toutes les altérations auxquelles notre machine est si sujette, par l'effet de plusieurs causes, qui nous sont comme inconnues. Heureux les peintres et les poètes qui ont plus d'empire sur leur génie que les autres, qui sortent de leur enthousiasme en quittant le travail et qui n'apportent point dans la société l'ivresse du Parnasse. L'expérience prouve suffisamment que tous les hommes ne naissent pas avec un génie propre à les rendre peintres ou poètes. Nous en voyons qu'un travail continué durant plusieurs années, plutôt avec obstination qu'avec persévérance, n'a pu élever au-dessus du rang de simples versificateurs. Nous avons vu de même des hommes d'esprit qui avaient copié plusieurs fois ce que la peinture a produit de plus sublime. Vieillir le pinceau et la palette à la main sans s'élever au-dessus du rang de coloristes médiocres et de serviles dessinateurs d'après les figures d'autrui. Les hommes nés avec le génie qui forment les grands généraux, ou ces magistrats dignes de faire des lois, meurent souvent avant que leur talent se soit fait connaître. L'homme dépositaire d'un pareil génie ne le saurait mettre en évidence sans être appelé aux emplois auxquels ce génie le rend propre, et il meurt souvent avant qu'on le lui ait confié, supposant même que le hasard l'ait fait naître à une telle distance de ses emplois qu'il lui soit impossible de la franchir dans le cours d'une vie humaine. Il manque souvent des talents qui peuvent les lui faire obtenir. Capable de les bien exercer, il est incapable de tenir la route par laquelle on y parvient de son temps. Le génie est presque toujours accompagné de hauteur. Je ne parle point de ce qu'elle consiste, de celle qui consiste dans le ton de voix et dans l'air de tête. Cette espèce de hauteur n'est qu'une morgue qui marque un esprit borné et qui rend un homme plus méprisable aux yeux des philosophes que ne l'est aux yeux des courtisans le laquais chargé de la livrée d'un ministre disgracié. Je parle de cette hauteur qui consiste dans la noblesse des sentiments du cœur et dans une élévation d'esprit et qui fait mettre un juste prix aux avancements où l'on peut aspirer comme à la peine qu'il faut prendre pour y parvenir, surtout quand il est question de les solliciter auprès de personnes qu'on ne croit pas être des juges compétents du mérite. Enfin, les vertus rendent bien capables des grandes places, mais il arrive souvent dans tous les siècles qu'on n'y puisse parvenir que par des bassesses et par des vices. Il doit donc arriver que plusieurs génies nés propres aux grands emplois meurent sans avoir manifesté leur talent. On n'a pas voulu leur confier le commandement des armées, ni des gouvernements de province. On n'a pas voulu donner à celui qui était né avec le génie de l'architecture la conduite de bâtiments, où son talent put se déployer. Mais les hommes nés pour être de grands peintres ou de grands poètes ne sont point de ceux, s'il est permis de parler ainsi,
qui ne sauraient se produire que sous le bon plaisir de la fortune. Elles ne sauraient les priver des secours nécessaires pour manifester leur talent. C'est ce que nous allons discuter. La mécanique de la peinture est très pénible, mais elle n'est pas rebutante pour ceux qui sont nés avec le génie de l'art. Ils sont soutenus contre le dégoût par l'attrait d'une profession à laquelle ils se sentent propres et par le progrès sensible qu'ils font dans leurs études. Les élèves trouvent encore partout des maîtres qui leur abrègent le chemin. Que ces maîtres soient de grands hommes ou des ouvriers médiocres, il n'importe, l'élève qui aura du génie profitera toujours de leur enseignement. Il lui suffit que ces maîtres lui puissent enseigner une pratique qu'on ne saurait ignorer quand on a professé cet art durant 10 ou 12 années. Un élève qui a du génie apprend à bien faire en voyant son maître faire mal. La force du génie change en bonne nourriture les préceptes les plus mal digérés. Ce qu'un homme né avec du génie fait de mieux et ce que personne ne lui a montré à faire. Il en est des leçons que les maîtres donnent, dit Sénèque, comme des graines. La qualité du fruit que les graines produisent dépend principalement de la qualité du terroir où elles sont semées. La pluie chétive donne un bon fruit dans une terre excellente. Ainsi, quand les préceptes tombent à un esprit bien disposé, il germe heureusement et cet esprit, pour ainsi dire, rapporte une graine de meilleure qualité que la graine qui lui fut confiée. Oui, il en est des préceptes comme de la graine semée, ils produisent beaucoup tout en ne tenant qu'une place réduite. Il ne faut, comme je le disais, qu'une âme bien disposée qui s'en saisisse et les assimile. Puis à son tour, elle-même enfantera bien des vérités et en rendra plus qu'elle n'a reçu. Combien d'hommes illustres en toutes sortes de professions ont appris les premiers éléments des professions qui les ont rendus si célèbres, de maîtres qui n'acquirent jamais d'autre réputation que celle de les avoir eus pour élèves. Ainsi Raphaël, instruit par un peintre médiocre, mais soutenu par son génie, s'éleva fort au-dessus de son maître après quelques années de travail. Il n'avait au but besoin des enseignements de Pierre Perugin que pour apprendre comment il fallait étudier. Il en a été de même d'Annibal Carrache, de Rubens, du Poussin, de Lebrun et des autres peintres dont nous admirons le génie. Quant aux poètes, les principes de la pratique de leur art sont si faciles à comprendre et à mettre en œuvre qu'ils n'ont pas même besoin d'un maître qui leur montre à les étudier. Un homme né avec du génie peut s'instruire lui-même en 2 mois de toutes les règles de la poésie française. Il est même capable bientôt de remonter jusqu'à la source de ces règles et de juger de l'importance de chacune d'elles par l'importance des principes qui l'ont fait établir. Aussi le monde n'attache-t-il jamais aucune gloire au bonheur d'avoir enseigné les éléments de la poésie à des élèves qui auront rempli tous les siècles du bruit de leur réputation. On ne parla jamais du maître en poésie de Virgile, ni de celui d'Horace. Nous ignorons qui sont ceux qui peuvent avoir enseigné à Molière et à Corneille, si voisins de nous la césure et la mesure de nos vers. On n'a point cru que ces maîtres eussent assez de part à la gloire de leurs élèves pour mériter qu'on se donnât la peine de demander et de retenir leur nom.